Chers consoeurs au singulier d'ailleurs, chers confrères, nous poursuivons nos conférences dans les conditions que vous connaissez. Alors je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Paul Touret, qui est le directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, connu sous le nom d'ISEMAR, et qui va nous entretenir de l'impact du coronavirus sur les marchés maritimes. Je voudrais le remercier d'intervenir devant une salle qui est, pour des raisons de commodité et de règles internes à l'école militaire, qui est clairsemée, mais en revanche, vous êtes regardé et entendu et écouté par l'autre jour 170 followers. Donc on fera les comptes, savoir si vous faites un peu mieux, j'en suis sûr, mais certainement pas moins. Je voulais aussi, avant d'entamer et de demander à Édouard Berlet de présenter notre orateur, avoir une pensée pour Alain Paresse, que certains d'entre vous ont bien connu. C'est un grand monsieur de la pêche. Il a été élu en 1996 et il est devenu honoraire en 2012. Il est décédé le 26 janvier. J'ai eu un contact avec son épouse. Je lui ai envoyé des condoléances au nom de l'Académie et je lui ai dit que nous lui rendrions hommage le moment venu. Et j'ai noté dans sa biographie, parce que c'est important, il était président honoraire du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, qui est donc l'organisme de référence professionnel en matière de pêche maritime. C'était un grand monsieur de la pêche. Il a été vice-président de l'Union des armateurs à la pêche de France et il a été l'un des pères de la réglementation européenne de la pêche à l'époque où celle-ci a été mise en place dans les années 80. Voilà ce que je voulais dire pour Alain Paresse et naturellement, nous lui rendrons hommage le moment venu. Je passe la parole à Édouard Berlet qui va nous présenter l'orateur. J'ai le plaisir de t'accueillir, Paul, aujourd'hui à l'Académie de Marine pour cette intervention. Et je vais rappeler ton cursus universitaire et professionnel. Alors, tu es docteur de géographie, diplôme que tu as eu à l'Université Paris 8, puis un post-doctorat au département de géographie à l'Université Laval du Québec. Et tu as démarré ta carrière comme professeur d'histoire-géographie à Levallois-Perret. Tu as ensuite rédigé des articles au Canada pour le journal de la marine marchande, puis poursuivi une carrière de conseil comme consultant auprès de Copétrans, société de conseil que beaucoup d'entre vous connaissent. Ensuite, tu tiens des cours à l'Institut national des langues orientales à Clichy, avant d'orienter ta carrière à partir de 2003-2002 dans le secteur maritime. En prenant la direction d'ISEMAR, je te laisserai le soin de développer la présentation plus amplement que je ne le ferai. Et ISEMAR, donc, est un institut qui, à titre principal, est un observatoire des industries navales, maritimes et portuaires, localisé à Saint-Nazaire, avec une forte implantation locale, qui sera intéressant que tu développes un peu, d'ailleurs, pour faire de l'analyse de l'économie maritime internationale, de l'expertise pour les différents membres partenaires d'ISEMAR, parce que ISEMAR a de nombreux partenaires qui seraient intéressants également que tu puisses rappeler dans le détail. Faire des missions de conseil. Tu es rédacteur en chef de la publication ISEMAR qui publie très régulièrement une note mensuelle que je lis tout aussi régulièrement. Et vous organisez des colloques, des animations de séances, etc. Vous contribuez à des conférences françaises et internationales. Alors, tu es déjà bien connu à l'Académie de Marine puisque tu as eu l'occasion d'intervenir devant la section droit et économie. Et ISEMAR, par ton intermédiaire, tu as été le prix Claude Boquin de l'Académie de Marine t'a été décerné en 2008. Donc tu es bien enregistré. 2008. Voilà. Mais écoute, je te passe donc la parole. Oui, donc merci bien, Édouard.
Donc, je vais vous présenter un peu l'ISEMAR avant d'attaquer sur la question. Alors, l'ISEMAR a été créé effectivement en 1997 par l'initiative du maire de Saint-Nazaire qui est disparu il y a quelques jours. Je ne sais pas si l'écho arrive jusqu'à Paris, mais alors, il y a une particularité de ce maire, c'est que ça a été un maire très dynamique, qui a incarné sa ville, en rébellion de temps en temps par rapport au port ou par rapport à Nantes, mais c'est toute la problématique de Saint-Nazaire. Mais il n'a jamais été député, donc forcément c'est à la fois un grand maire local, mais qui n'a jamais eu un aura national, mais qui vit quand même dans ce territoire très particulier, puisque nous avons les chantiers de l'Atlantique, puisque c'est le seul site de construction navale qui n'est pas mort en France, et qui a bien vécu et qui continue de vivre. Et vous avez vu ces derniers jours qu'on lui a confié avec beaucoup de satisfaction locale un destin français et pas un destin italien. On a un port qui tient à peu près la route, on le verra tout à l'heure, mais on est à 12% de recul cette année, donc on a une raffinerie, c'est pas toujours un gage d'avenir, mais en tout cas on est implanté dans ce territoire à forte identité maritime autour de la construction navale et des activités portuaires. Vous avez vu que les EMR, les énergies marines renouvelables, se développent aussi beaucoup à Saint-Nazaire. On a le territoire de Nantes avec l'université, l'Ifremer, Centrale et tout ça. Alors sur cette idée-là, le maire de Saint-Nazaire avec le président de la Chambre, je dis souvent, c'est pour commencer un peu cette introduction, d'avoir cet ADN local avec la volonté d'un maire et des territoires, mais aussi d'être entouré de chefs d'entreprise de la navale et du portuaire, nous a aidé à éclore comme étant un observatoire de référence. Alors, comme je dis, il faut avoir les sabots dans de la glaise. Bon, là, c'est plutôt dans du sable de mer, mais avoir ces sabots bien implantés dans un pays, dans un territoire, nous a permis aussi après de rayonner. Et aujourd'hui, l'ISEMAR fait référence à la fois en France. Je travaille en ce moment d'ailleurs pour la communauté portuaire de Marseille. Voilà, ça nous a permis alors, le soutien des forces publiques, départements, régions, les deux agglomérations, CCI, Union maritime, et tout ça, ça nous permet d'avoir un socle d'activité qui nous permet de faire ce que je veux faire aujourd'hui, c'est-à-dire de réfléchir, de publier et d'être au service finalement de la communauté maritime française. Et puis comme il faut aussi aller chercher des sous, de temps en temps on a des contrats privés. Je travaille pour un grand armateur européen et je travaille pour les chantiers. Je vais dire en ce moment pour la communauté portuaire marseillaise, ce qui nous permet aussi de temps en temps d'avoir les doigts dans le cambouis de l'économie maritime, parce que c'est pas tout de l'observer de son bureau, aussi fort soit-on en observation, c'est aussi bien d'être en échange avec les professionnels. On a travaillé pour Armateurs de France il y a quelques années, d'être avec le tissu des manutentionnaires, des armateurs, des acteurs de terrain. Des fois, vous savez, un chef d'entreprise portuaire est très loquace, il n'a pas l'occasion de parler, donc il parle beaucoup. Et c'est aussi ça qui fait la qualité du travail de l'ISEMAR, c'est d'être finalement dans tous les tissus de ce qui fait le monde maritime français. On a dit la construction navale, le tissu portuaire, les armateurs, les logisticiens, enfin tout ça avec ses qualités et ses défauts. Et si vous suivez évidemment les questions maritimes françaises, vous savez que le syndrome du verre à moitié plein, à moitié rempli, et la marque même de la maritimité française. Et pour avoir fait un livre dont je ne sais pas s'il sortira un jour, mais j'ai écrit 100 pages sur d'ordinateur, bien serré sur l'histoire du transport maritime en France, ce qui n'a pas été fait pratiquement depuis les années 80. Un vrai livre, je veux dire. Le verre à moitié plein date à peu près de Napoléon, et je me demande si Colbert, voire sous François Ier, le syndrome du verre à moitié plein du transport maritime français n'existait pas déjà. C'est-à-dire qu'il est peut-être même les Gaulois, si les Vénètes avaient déjà peut-être cette impression-là. Je ne vais pas dire que ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais ça reste cette toile de fond de comment apprécier la mer. Et vous savez que vous êtes des maritimistes, des acteurs de la mer. Vous savez que vous êtes souvent frustrés de cette France maritime qui n'est pas à sa place, de cette France portuaire qui devrait être comme si cette France navale qui survit. Et je touche tout le bois qu'il peut y avoir dans cette pièce. Voilà. Alors, à côté de ça, donc voilà, c'est un peu dans cette ambiance que vit l'ISEMAR, c'est-à-dire dans ce territoire à forte maritimité et dans ce pays qui ne sait pas toujours, il a mal à la mer. Et d'ailleurs, vous avez vu, nous n'avons pas eu ça au mois de décembre, notre grande cérémonie annuelle des assises qui nous permettent aussi justement de se retrouver et d'échanger et de montrer qu'au-delà des professions et des filières, on appartient tous à ce monde maritime de la mer. Salon l'initiative ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ce ministère de la mer qui incarne aussi, pour finir, cette dimension aujourd'hui qu'on attend. Je reviens à mon propos d'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je demandais l'année 2008. J'ai eu le prix Claude Boquin. C'était la première fois que l'Académie de Marine donnait un prix d'économie. Donc, c'est l'ISEMAR qui l'a inauguré. On était en 2008. Alors, il faudrait voir si c'est mai ou... Pourquoi je vous dis ça? Parce que 2008, c'est la première crise économique. Et en fait, je travaille à l'ISEMAR depuis 2002. Depuis le 2 décembre 2002. J'ai vu la visite médicale il y a 3 jours, donc je me souviens de la date, elle me l'a dit. Donc, depuis le 2 septembre 2002, je travaille à l'ISEMAR. J'ai eu le temps de connaître à l'échelle de mon expérience professionnelle. Pour tout vous dire, j'ai 50 ans, donc vous voyez, j'ai un peu de vie derrière moi et j'ai une bonne expérience professionnelle. J'ai quand même connu
la croissance des années 2000, la grande crise de 2008-2009, dont je ne sais pas si quelqu'un a encore le moindre souvenir. Nous sommes tellement focalisés par les crises du moment qu'on ne sait pas si on se souvient encore des crises d'avant. J'ai connu la crise de 2011. Est-ce qui se souvient encore que la Grèce était en faillite en 2011-2012 et qu'il y a eu une crise européenne? J'ai connu le ralentissement de la croissance du côté de 2016-2017. Je connais peut-être la maturation de la globalisation et je connais, comme vous, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, cette nouvelle crise maritime un petit peu particulière. Pourquoi je vous dis ça? C'est que justement, c'est toujours le problème dans la conjoncture, de voir ce qui est conjoncturel et ce qui est structurel. Comment, par exemple, on pourrait se poser la question, comment la crise conjoncturelle du Covid, qui n'est pas une crise économique conventionnelle, si on prend la crise de 2008, la crise de 2000, la crise de, vous savez, en 91 pendant la guerre du Golfe, si on voit la 87, si on voit 79, 73, vous voyez, des crises, il y en a souvent. Elle n'est pas de cet acabit-là. Elle est d'une autre nature. Et d'un autre côté, comment la globalisation se mettait en place ces dernières années, et peut-être sur ce thème d'une maturité de la globalisation. Donc il faut prendre ce mouvement structurel qui est peut-être cette globalisation qui arrivait peut-être à un point d'équilibre, et puis d'arriver là-dessus d'une forte crise économique qui est très, très, très spécifique. Encore une fois, on va s'y attarder. Donc pour commencer, alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que ça fait à peu près un an que je fais des conférences sur l'état de la crise. Donc j'ai des discours qui, évidemment, ce que je vous racontais en avril 2020 n'a pas beaucoup de rapport avec ce que je vous racontais au mois de juillet 2020, au mois d'octobre ou en décembre, puisqu'on voit bien que le contexte, et je ne parle pas du contexte sanitaire, je parle du contexte économique, puisque le contexte économique dépend finalement de cet rapport, c'est notre rapport à la maladie qui est plutôt le rapport au confinement ou pas, le rapport maintenant au vaccin, au rebond, aux variants, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement c'est le tableau final, apparemment, bon, ça sera un peu ajusté, du recul économique de cette année. On est à moins 4,3, ce qui est plutôt pour l'économie mondiale, en 2020, ce qui est plutôt plus fort que 2009. Cette crise, si on lit les chiffres des PIB, est beaucoup plus forte. En gros, tout le monde double à peu près. Je crois que la crise de 2009 doit être à peu près à moins 2, quelque chose comme ça. Pour l'Europe, on doit être à moins 3,5. Or, vous voyez, sur la zone euro, on est à moins 7,4. Et même la Chine, qui est à 2, faisait 9% de croissance en 2009. Donc, elle n'a pas connu de crise en 2009. Donc, on est bien dans une année très dure. Alors, évidemment, elle est un peu moins dure, c'est-à-dire que là, c'est 7,4, mais les projections au mois de juin étaient plutôt à moins 13 ou à moins 10. Donc, on voit bien qu'on est sur cette fin d'année sur finalement un bilan économique défavorable, mais on n'est pas dans une crise catastrophique. Alors, encore une fois, que c'est pas facile de jauger un petit peu ça. Si vous voulez, on n'est pas dans la grande récession de 1930. On n'est pas dans l'effondrement économique de 73, mais ce n'est pas un épiphénomène comme on l'avait peut-être connu en 2000 ou en 1991, pendant la 90, ça doit être, l'été 90, l'effondrement léger de l'économie à l'époque. Donc on est quand même dans une crise sévère. Donc on n'est pas dans une grande dépression, mais on est dans quelque chose qui a quand même de l'importance relativement difficile. Alors évidemment, il y a tous les pays, je ne vais pas revenir. Peut-être allons voir 2021. Et là, c'est pour ça qu'il y a un léger problème avec 2021. C'est que longtemps, on a eu un phénomène, on en parlera à la fin évidemment, c'est la question du rebond. Et du rebond, de la reprise économique. Or, la tête du premier mois et du premier de 2021 nous interroge peut-être si même les projections de 2021 sont les bonnes. Restons sur un phénomène, en tout cas, d'une crise relativement forte à l'échelle de la planète, très forte, on va dire quand même du point de vue européen, et après ça dépend un peu des pays, ça dépend un petit peu de la nature, chaque pays ayant son caractère entre son niveau de développement, sa contribution en termes d'exportateur de matières premières, son niveau de consommation de biens manufacturés, son intégration régionale, le coût, l'impact de la pandémie, etc., etc. Ce qui fait que chaque pays est finalement une formule à lui-même qui dépend un petit peu de ces différents chiffres. Alors, ce qui intéresse le commerce maritime, c'est moins le PIB que le commerce mondial. Or, le commerce mondial, alors, pareil, on avait des phénomènes assez catastrophiques au début de l'année. Et en fait, l'OMC faisait une projection du scénario du pire et un scénario optimiste. Le scénario du pire, c'était moins 35. Le scénario du meilleur, c'était en général moins 10. Donc, finalement, on est sur le scénario le meilleur, c'est-à-dire que l'année voit effectivement un recul. Alors, là, on est bien sur marchandises, on n'est pas sur les services. En tout cas, sur le volume de marchandises, on voit bien sur 2020 bien un recul de 10% de l'activité des échanges internationaux. Encore une fois, l'Europe
est à peu près à moins 11. En export, ça peut nous poser problème parce que vous savez que l'Europe est un grand pays d'exportation vers l'Asie, vers les pays du Sud, donc c'est en recul parce que ses clients sont souvent affectés. Et en import, on est à peu près à moins 10,3, quand l'Amérique du Nord est à peu près à moins 8,7. Mais là-dedans, il ne faut pas oublier, il y a du pétrole, il y a des produits électroniques, il y a du textile, il peut y avoir des produits métallurgiques, enfin il y a tout ce qui fait le commerce international. On n'est pas simplement dans le commerce maritime. Le bilan quand même, c'est que cette année 2020, encore une fois, n'a pas été, je ne sais pas comment les superlatifs, n'a pas été catastrophique. Elle est difficile, mais elle n'est pas catastrophique. Encore une fois, un recul de 10%, n'importe quelle entreprise, vous trouverez que c'est pas bien. La question, c'est quelle est notre échelle. Si notre échelle, c'est que moins 20, ça serait une pire récession qu'on ait connue même au XXe siècle, on peut considérer que moins 10, c'est un mal à peu près acceptable. D'autant plus qu'il y a toujours l'idée du rebond derrière. Encore une fois, vous voyez l'OMC, projection d'octobre. Hein. Vous voyez la projection de l'OMC qui revoit, pour la zone euro, on retourne en positif. Encore une fois, est-ce que les prévisions de la fin de l'année sur 2021, qui étaient peut-être la méthode Coué, et pas forcément de la réalité économique, si on considère ce qui est en train de se passer. Alors, voilà, le commerce maritime qui arrivait, on était prêt à fêter les 12 milliards de tonnes il y a un an, et en fait, on revient à 11,5, c'est-à-dire on revient un petit peu en arrière, on revient à 2015 à peu près, ou à 2017, un peu plus que 2016. Voilà, on n'a pas les 12 milliards de tonnes, puisqu'on est en recul. Donc les 12 milliards de tonnes seront pour 2022 ou 2023. Encore une fois, c'est plutôt une approche générale du trafic. Quand on s'intéresse au commerce maritime, on voit que les situations sont variables. C'est-à-dire que le pétrole, par exemple, est à moins 6,6%, mais les raffinés à moins 9%. Donc apparemment, c'est plutôt l'échange de produits finis qui a souffert de la crise que le produit brut. Sur le gaz, on est à 2,5%, mais comme on le verra plus tard, on était sur une très forte croissance, 2,5%, c'est un petit coup d'arrêt. En gros, par exemple, ça vient notamment l'Inde, qui était un gros consommateur avec la réduction, et l'Europe aussi avec la réduction de consommation parce qu'on a moins consommé d'électricité au printemps. En fait, on y retrouve à peu près ça. Hein. C'est le ralentissement des économies fait qu'on a ralenti en général la consommation électrique, puisqu'une grande partie du gaz dans le monde sert à produire de l'électricité. Sur le fer, on est à 2,6. On verra la contribution de la Chine là-dessus. Le charbon est à moins 10,4 avec des variables par continent. Sur les grains, plus 4,7, ça renvoie, vous vous souvenez, au début de l'année, on a eu beaucoup d'articles sur les peurs de pénurie alimentaire. Il y a beaucoup de pays du Sud qui pensaient qu'en plus de la pandémie, ils se retrouvaient avec un effondrement économique qui entraînerait aussi des pénuries alimentaires. Donc beaucoup de pays du Sud ont stocké du grain dans la première partie de l'année. La bauxite, c'est anecdotique, mais c'est surtout que la Chine est en train de consommer pratiquement toute la bauxite dans le monde, et l'aluminium devient le nouveau produit made in China qui est en train d'envahir le monde. Donc en fait, c'est plus 10%, mais si vous enlevez le recul des pays traditionnels et vous mettez la Chine, vous retrouvez des explications. Sur le conteneur, on est à moins 2%, et là, ça méritera une analyse tout à l'heure. Donc vous voyez, chaque marché ayant sa tendance, avec une importance, c'est le China Factor. Ça fait bien, hein, c'est le dessin. En fait, le China Factor, juste pour vous rappeler un peu les caractéristiques de la Chine, cette année, c'est 2% de croissance, exportation en valeur, plus 3,6. Alors évidemment, il faudrait comparer à une autre année, mais l'intérêt, ce n'est pas de comparer forcément sur la tendance de fond, c'est plutôt de montrer que la Chine est positive à tous les points de vue. Donc, les exportations, 3,6, son excédent commercial de plus 27%. Alors, il y a une légère explication, c'est que vous savez que les barrières douanières de Trump avaient un peu amputé les exportations chinoises. Donc, il y en a un peu moins cette année. Donc, en plus de la consommation américaine, on retrouve aussi plus de produits made in China qu'on en avait l'an dernier. D'ailleurs, vous voyez, exportation vers les États-Unis en valeur plus 15% sur cette année. Et les conteneurs, par contre, dans les ports chinois, c'est plus 1,2%. Encore une fois, tous les chiffres sont à prendre pas les uns par rapport aux autres, mais en les prenant chacun pour ce qu'ils sont. Importation de pétrole brut, plus 7,4. Import de GNL, plus 5,3. Importation de minerais de fer sans S d'ailleurs,
minerai de fer, plus 9%, importation de soja, plus 15%. Donc la machine chinoise est repartie. Sur le soja, vous savez qu'ils ont tué des millions de porcs l'an dernier à cause de la grippe, les problèmes du porc. Et donc, comme ils reconstituent le cheptel de porc, ils reconstituent aussi l'aliment qui va avec. Donc, vous voyez, ça peut être des micro-phénomènes. Mais en tout cas, la machine chinoise est un petit peu enrayée comme le reste de la planète, mais elle reste dans le positif. Et puis la part, je vous l'ai mis, la part dans les vracs secs mondiaux. Aujourd'hui, 35% des vracs secs, en prenant l'ensemble des vracs secs, qui représentent presque la moitié du trafic mondial, peut-être 6 ou 6 milliards de tonnes peut-être. On a 35% qui sont pour la Chine, et si on prend en tonnes 1000, c'est-à-dire si on le lisse par rapport à la distance faite par les navires, on est à peu près à la moitié. Donc vous voyez comment la Chine aujourd'hui, le monstre que nous avons fait en intégrant la Chine dans l'OMC en 2002 se confirme d'année en année. Alors bientôt on va fêter les 20 ans dans l'OMC, donc on peut dire que c'est un phénomène maintenant bien ancré, mais on voit bien que, et j'aime bien le dire aux étudiants, à chaque fois que j'achète un produit made in China, quelque part, je crée aussi une tonne de soja, de fer qui vont en Chine. C'est pas oublier ce concept-là. La Chine ne grossit que parce que nous voulions bien qu'elle grossisse, parce que nous achetons soit un Mac fait en Chine par les Américains, soit un Lenovo. Vu que cette année, à la fin de l'année, à titre professionnel et personnel, j'ai fait les deux, j'ai contribué moi-même quelque part. Je suis responsable d'une fraction de la partie droite du tableau, sachant que j'ai d'abord aussi alimenté par l'excédent commercial chinois de l'autre côté. Alors, sur le pétrole, on est évidemment, vous l'avez compris, on a vécu une année très particulière parce qu'on a été arrêté pendant 1 mois et demi. Et puis après, on a pu reprendre, et puis on a tous vécu des vacances forcément bridées. Alors, vous avez peut-être fait plus de voitures que des années, mais comme les avions ne tournent pas, comme une partie du transport public est ralenti, on trouve 1000 raisons, et on voit bien, donc pour le monde, c'est à peu près moins 10% de consommation de pétrole. Ça, c'est la consommation donnée par l'OPEP. Pour l'Europe, moins 14%, les États-Unis, moins 11%. Il y a une légère variation entre les deux blocs, mais on est à peu près dans les mêmes phénomènes. Et puis vous noterez que même les Chinois ont aussi reculé de 3,3%. Donc là, le phénomène est compréhensible. On empêche la mobilité pour différentes raisons. Et du coup, la consommation pétrolière. Alors dedans, il peut y avoir aussi un peu d'énergie quand on le brûle dans les centrales thermiques. Il y a évidemment le transport routier terrestre. Il peut y avoir le transport ferroviaire qui consomme aussi du carburant, le transport maritime. Donc voilà, tout ça constituant évidemment un recul pour cette année d'à peu près 10%. Des phénomènes, évidemment, c'est juste pour le plaisir. Alors, le Brent, je ne sais pas, vous allez moins à la pompe que peut-être que moi qui suis en province, qui consomme un peu plus d'essence. Il est à 1,28 € le diesel. Alors, je trouve que ça m'embête. Et on a déjà connu ça, c'est une espèce de crise où on se retrouve à 1,20 €. Bon, d'accord, il y a les taxes de l'État français. Mais finalement, il retourne à 55 $. Vous voyez, on est en train de retourner peut-être vers les 60, sachant que le prix de 70 $ est le point d'équilibre en général entre l'offre et la demande. Donc les prix pétroliers sont en train de revenir à normal, mais encore une fois, puisqu'on n'est qu'à moins 10%, il est normal que le pétrole soit dégradé que de 10 points ou 10%. Il n'y a pas de raison qu'il s'effondre, même si on a tous eu le plaisir effectivement d'aller à la pompe et de revoir 1 € quelque chose au mois de mai, mais comme on pouvait aller nulle part, c'est bien beau d'avoir de l'essence pas chère, mais comme on ne pouvait pas s'en servir, ça a été problématique. Et j'aurais bien voulu faire des stocks, évidemment, mais j'ai pas le droit. Alors évidemment, ça a entraîné, comment on fait le pointeur, c'est ça, ça marche, ouais. Comme on a bien vu, excusez-moi, ça, il faut pas que j'appuie sur tout en même temps. Oui, comme le pic, forcément, quand on était à 20 $, si je peux, je l'aurais fait aussi. Comme le pétrole était à 20 $, je l'aurais bien acheté pour le stocker, donc le déplacer, le stocker. Donc vous retrouvez un lien direct entre le moins 20 $ et la pique dans les taux de fret qu'on a eu au mois d'avril et mai, spéculatif, qui n'a servi à rien, ça servait à rien. Évidemment, si vous l'avez acheté à 20 $ et que vous arrivez à le vendre à 27, vous faites 7 $ par baril, à condition d'avoir un tarif maritime de stockage qui soit à peu près conséquent. Donc on raconte maintenant dans l'industrie maritime qu'on est repassé dans des seuils de non-rentabilité. C'est-à-dire que, vous voyez, là, on est passé en dessous. C'est-à-dire qu'on a des mois en ce moment où les affrètements des pétroliers sont devenus
les armateurs perdent quasiment sur les voyages vendus. Donc ils ont effectivement fait un trésor de guerre de quelques mois, donc vous voyez, avec colossal, mais depuis, avec ces 10% et cette économie au ralenti, le marché pétrolier souffre plutôt plus qu'autre chose actuellement. Donc on laisse le marché pétrolier, voilà, toujours un peu ce problème, c'est que des fois il est tempéré par des vagues spéculatives. On avait eu la même chose du côté de 2015 quand le pétrole était tombé très très bas à la suite des guerres commerciales. Oui, il ne faut pas oublier, il y a une belle guerre commerciale russo-saoudienne au début de l'année qui a vraiment entraîné le pétrole très très bas, avec ce rapport très, très étrange entre la production de pétrole de schiste américaine, la production russe et la production saoudienne, où chacun essayant d'éliminer l'autre en entraînant les prix vers le bas, ce qui a un avantage pendant un certain temps et qui paradoxalement crée des bulles maritimes. C'est-à-dire que les guerres comme du pétrole créent des bulles maritimes. Alors ça, c'est plutôt inquiétant. Je parle de ça dans quelques jours je suis membre du conseil de développement du port de Nantes et on en parle puisqu'on a une raffinerie. Par contre, c'est l'effondrement des marges de raffinage. Et ça a une conséquence sur les raffinages européens. Et la vraie menace, c'est que si on continue avec des proportions, c'est-à-dire un pétrole très bas et une sous-consommation, on met en danger le tissu des raffineries européennes. Et derrière les raffineries européennes, c'est un petit peu l'indépendance énergétique, et puis c'est beaucoup les emplois. Je vous rappelle que Dunkerque en a perdu une, Marseille en a perdu deux. L'avenir de celle de Nantes peut toujours se poser en question, mais d'autres, peut-être à Flessingue, peut-être à Bilbao. D'ailleurs, on l'a vu, j'avais regardé, la seule raffinerie qui a eu un gros investissement ces années, c'est Carthagène en Espagne, qui est très très au sud et qui peut garder une position, vous voyez, un peu centro-méditerranéenne proche des marchés, alors que toutes les autres, en général, sont menacées. Et là, ça peut être une vraie conséquence. Et le dernier effondrement du raffinage européen est notamment dû à la crise de 2009. À l'issue de la crise, beaucoup de raffineries en ont profité pour liquider les plus petites, comme par exemple Rouen aussi, notamment BP comment s'appelle sur les temps de berre, dont toutes les petites sont menacées. Et pour rappeler, il y a un rapport qui dit que peut-être que dans 15 ans, il n'y aura plus qu'une dizaine de super raffineries en Europe, la plupart se situant à Anvers et Rotterdam. Ce qui me pourrait poser aussi des questions sur l'avenir de Fos et du Havre. C'est pour ça qu'il faut des complexes pétrochimiques, enfin tout ce qui... Mais derrière, alors pourquoi c'est important, entre guillemets, c'est que derrière les pétroliers, c'est les revenus portuaires, puisque les ports gagnent sur des droits de port qui sont surévalués sur les pétroliers. Et donc il y a une conséquence directe sur notre modèle portuaire. C'est bien beau de faire des réformes et de souhaiter la modernité d'Aropa et de tout ça, ce qui est nécessaire, sauf qu'Aropa vit aujourd'hui aussi de deux raffineries, Gonfreville et Port-Jérôme, Notre-Dame de Grand-Change, les deux raffineries par Antifer. Or, aujourd'hui, c'est les revenus du port. Donc, on peut bâtir tout ce qu'on veut sur Europa, mais si on perd la raffinerie, on est obligé de rebâtir aussi notre modèle portuaire, et ça peut avoir des conséquences. Sur le gaz, donc, alors le gaz, c'est intéressant parce que là, vous avez la croissance du gaz des années 2000. Là, vous avez l'accident de Fukushima, et vous avez les Asiatiques qui rachètent tout notre gaz. Donc on avait en fait le recul du gaz mondial, c'est parce que la plupart du gaz n'était plus acheté que par les Asiatiques. Les Européens préfèrent revendre en fait en gros leur gaz, notamment aux Japonais. Et puis dans les années 2015-2016, le gaz repartant, y compris avec les débats environnementaux, et bon, donc il avait fortement augmenté au début en 2019. Il devait le faire en 2020. Il y a quand même 2%. Et le problème, c'est qu'on a un nouveau problème, c'est qu'on se retrouve comme en 2011, avec un très très fort différentiel de gaz entre l'Extrême-Orient et l'Europe. Alors, apparemment, c'est plutôt des conditions saisonnières du côté de l'Extrême-Orient. Apparemment, il ferait très froid en Extrême-Orient, plus la consommation chinoise, puisqu'elle n'est pas ralentie. Donc, on peut se retrouver, vous voyez, pour vous dire que le monde reste, malgré le Covid, le monde reste qu'il est économiquement, il y a quand même des différences de zone, et on pourrait très bien se retrouver maintenant à nouveau avec en fait du gaz européen qui est revendu, ou du gaz russe pour l'Europe qui est revendu vers l'Extrême-Orient, ce qui amène évidemment un marché. Alors je vous le note, mais c'est juste pour vous dire que, encore une fois, le transport maritime, derrière la crise, il reste des fondamentaux, et actuellement, on retrouve une très forte différence, si vous voulez, entre les prix Asie et les prix Europe, ce qui amène une augmentation des prix. En fait, les Asiatiques sont prêts à acheter des cargaisons de plus en plus chères, et les Européens,
y compris Engie, tout ça, leur revendent des cargaisons, d'autant plus qu'il ne fait pas si froid que ça en Europe, et en plus la consommation électrique est plus basse, et puis etc. Sauf que la dernière fois qu'on a fait ça, on avait du charbon américain à disposition. Or, cette fois-ci, on a beaucoup moins de charbon. C'est pour vous dire, vous voyez le rapport qu'il peut y avoir entre la consommation de gaz en Asie, la disponibilité de charbon aux États-Unis et les arbitrages européens. Et pourquoi le charbon est pas cher? Il n'est pas cher parce que les États-Unis ont du pétrole, du gaz de schiste qui est beaucoup moins cher que le charbon. Derrière tout ça, encore une fois, derrière notre crise, il y a toujours quand même des paramètres de l'économie et comment fonctionne notre monde. C'est-à-dire, pour revenir à la carte, on est bien dans cette espèce d'ensemble un peu particulier dans lequel il y a bien des économies asiatiques, l'économie chinoise, mais aussi Taïwan, Corée, Japon. On a nos économies européennes et puis on a l'économie américaine et l'ensemble des autres États du monde qui participent à ce fonctionnement économique. Et ça, il y a des choses comme ça pour le gaz où finalement la crise a peu d'effet. Parce que notre monde reste énergivore, malgré la crise, malgré ces 10%, il est énergivore. Sur les vracs secs, ça ne veut rien dire, on dirait évidemment, c'est les variations. Alors, ça, c'est le taux de fret, ce qu'on appelle le Baltic Dry Index, qui vous donne un taux de fret aggloméré de plein de lignes maritimes. Vous voyez bien qu'on a connu une crise, si on revient, j'ai mon pointeur, ok. Si on a bien une crise effectivement bien située au premier, comme tout le monde en fait, quand les Chinois se sont fermés, les Européens et Américains sont fermés, on voit bien la continuité. Et puis on est un retour au monde normal. Alors le monde normal, du point de vue du maritime, il n'est pas facile à établir. Je vous ai un peu mis des chiffres. Alors les vracs secs, on a vu moins 3,8. On voit bien qu'il y a une crise européenne, moins 18% d'importation de fer. Alors derrière le fer, souvent européen, ça peut être des aciers spéciaux qu'on retrouve dans les véhicules. Alors il y en a qui ont eu la chance d'acheter des véhicules cette année, etc. Mais si vous êtes comme moi et que même si vous avez un salaire, vous dites c'est peut-être pas l'année pour acheter un véhicule. Parce que arbitrage, il y en a qui le font parce qu'ils ont les moyens. Habitant à la Baule, je peux vous dire qu'ils ont même des beaux moyens en termes de véhicules. Mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et donc forcément, on se retrouve avec une déconsommation automobile. D'ailleurs, je crois qu'on peut aller voir les chiffres des immatriculations. Donc derrière, on a moins d'importation de fer. Sur le charbon, on est aussi dans un arbitrage politique, la décarbonisation de l'électricité en Europe, donc des pays qui l'abandonnent. Sur les grains, les 13% européens, comme je vous l'ai dit, la peur de certains pays de manquer, donc pas mal de croissance. Mais d'un autre côté, on a beau être allé au supermarché, apparemment nos cochons n'ont mangé que 3% de plus de soja cette année, puisqu'en fait c'est à ça que sert le soja, ou plutôt c'est le tourteau de soja qui est un sous-produit, enfin un déchet pratiquement du soja, qui sert à l'alimentation animale. Puis j'aime bien alors les chiffres, excusez-moi, les chiffres ont évolué. C'est ça qui est, quand on fait plusieurs fois la conférence, le ciment dans le monde est à -2, mais il n'était pas à -2 il y a quelques mois. Il s'est en fait progressivement au fur de l'année, le chiffre négatif est devenu moins négatif qu'il était. Donc par exemple l'acier c'était à -9. Au mois d'août il était à -15. Et les produits forestiers qui étaient à -14 sont passés à -6. Donc vous voyez qu'au cours de l'année, une forme de crise atténuée s'est quand même produit dans bien des marchés. Pour ce qui est alors, donc vous voyez, une crise pétrolière qui est relativement importante, à la hauteur... Je dis souvent ça... Notre monde, je le dis aux étudiants, et je peux vous le dire à vous, tout ce qui est ici a fait du transport maritime. Toutes les pièces que vous voyez autour de vous ont fait du transport maritime à un titre ou à un autre. Parce que c'est du plastique et du pétrole, parce que c'est du bois, parce que c'est du papier, parce que c'est vos vêtements. Tout ce que vous avez mangé a fait du bateau, parce que, je vous l'ai dit, le soja, parce que les engrais, etc. etc. Donc forcément, comme notre monde n'est pas, encore une fois, ce n'est pas la grande récession de 1930, il est affecté à la hauteur d'un petit peu de ce qu'on a cette année, c'est-à-dire un recul de la consommation et un petit peu un effet de crise. Et encore une fois, on l'entend tous les jours, le parachute, le quoi qu'il en coûte, le nôtre ou d'autres, permet d'atténuer. Donc c'est pour ça que le transport maritime, cette année, finalement, notre vie est affectée socialement beaucoup, économiquement d'une manière plus ou moins forte. Mais finalement, le transport maritime ne peut pas être en crise comme le transport aérien. Le transport aérien, c'est un petit peu des affaires et beaucoup du loisir. Or, vous voyez bien qu'on nous interdit de faire des loisirs, etc. Donc forcément, la croisière étant l'archétype. La croisière est très affectée. Le transmanche, par exemple, je n'ai pas mis les chiffres, mais DFDS, qui est un grand armement européen, annonce 75% de baisse de passagers, mais -9 ou -9% sur le fret.
Donc vous voyez, encore une fois, on voit bien que nos vies de loisirs, nos vies sociales sont affectées à 75 ou 100%, là où notre vie économique n'est affectée qu'à 15%, ou à 10%, ou à 5%. C'est pour ça que finalement le transport maritime va passer beaucoup mieux, finalement, cette crise, entre guillemets, que l'industrie automobile, que l'industrie aéronautique, que l'industrie du tourisme, que peut-être l'industrie du chimique, etc., etc. Parce que finalement, notre mode de vie de respirer tous les jours, vous respirez, mais tous les jours, vous consommez du maritime. Et comme vous consommez du maritime, finalement, ça ne peut pas ralentir. À moins que, évidemment, vous n'alliez plus en réunion, etc., que vous n'alliez plus au travail, que vous décidez de rester en pyjama et que vous mangez que des radis. Mais comme ce n'est pas notre mode de vie, le transport maritime ne peut être qu'affecté. Ne peut être que peu affecté. Deuxième élément de cette crise, n'oublions pas que c'est une crise, c'est pour ça que je vais introduire les conteneurs, c'est une crise de l'empêchement de faire, qui se traduit effectivement par l'empêchement de travailler de certains. Les travailleurs du spectacle et du loisir, les travailleurs du tourisme, les travailleurs de la restauration, les travailleurs de toute forme de loisir, etc. Mais comme on leur a mis jusqu'à présent, du quoi qu'il en coûte, ça permet aussi de maintenir un certain mode de vie. Donc finalement, c'est plutôt notre mode de vie consumériste qui est contrarié que notre économie. Ce n'est pas le cas de la crise de 2008-2009. En 2008-2009, on est sur un vrai effondrement économique. Alors encore une fois, la France étant toujours le mauvais exemple, puisque c'est la seule qui recule peu et qui avance peu. Vous savez, c'est notre variabilité. C'est pour ça que pendant les crises, on a un peu du mal à se lire dans les crises, puisque même si vous regardez 2012, la crise européenne de 2012, même pour la France, elle est. Mais si vous prenez l'Espagne ou l'Italie, il y a des pays qui vivent beaucoup plus les crises que nous. Si vous venez de l'Espagne. Donc, on n'est pas dans ce type de crise. On n'est pas dans une crise économique qui est là purement d'une bulle spéculative. Et vous êtes assez vieux comme moi pour pratiquement les avoir connus. J'ai eu du mal pour 73, je vous avoue. Mais toutes les autres, je m'en souviens encore. La remise en cause de l'aciérie, des aciéries européennes en 79, les problèmes économiques, on pourrait parler que des grèves, les grèves d'Aulnay en 83, Longwy en 79, tout ça, et derrière toute cette histoire économique, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans une contrariété de consommation, et une contrariété de consommation qui fait l'accordéon cette année. Conclusion. Voilà, conclusion. Démonstration. Qu'est-ce que je vous montre? Là, je vous montre la capacité mise en œuvre. En fait, tout ça, c'est le volume de conteneurs mis sur l'Asie, sur les trois principaux, c'est-à-dire Europe, transatlantique et transpacifique, Europe-Asie. Or, vous voyez bien, c'est par année. D'ailleurs, on voit juste la petite crise de 2012, là, et encore, on la voit à peine. Donc, vous voyez bien que cette année, on a eu une conséquence, c'est que pendant 3 mois, on a arrêté de consommer. Donc, comme on a arrêté de consommer, encore une fois, pas parce qu'on vous a empêché, si vous vous souvenez, vous avez été comme moi enfermé à la maison, vous avez à peine le droit d'aller au supermarché et puis c'est tout. Vous avez découvert des fois le magasin de bricolage avec plaisir ou la jardinerie au mois de mai comme si vous ne les avez jamais vus de votre vie. Mais donc, on a bien ça. Et finalement, le transport maritime n'a fait que s'adapter à ça. C'est-à-dire qu'il s'est dit, au mois d'avril, on va supprimer des services. Il faut absolument enlever des navires, enlever des services. Le transport maritime, l'économie est en train de s'effondrer. Et donc, techniquement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis, pendant quelques temps, une partie de la flotte, pratiquement, a été supprimée. On a supprimé des voyages, qu'on appelle les blank sailing dans le maritime, c'est-à-dire qu'il a supprimé des voyages. Des bateaux ne sont pas partis et n'ont pas assuré leur tour d'escale pendant quelques temps. En gros, 400 à 500 voyages ont été annulés au printemps. Ce qui était légitime. Et les armateurs se sont dit, cette crise-là, on la voit venir, on va commencer, on va réduire notre capacité de transport. Prenant l'exemple de ce qu'ils avaient subi et ce qu'ils n'avaient pas vu en 2009, ils se sont dit, on va subir. Et puis, comme vous pouvez le remarquer, bon an, mal an, ils ont remis en place leur fonctionnement avec le nombre de services, puisqu'en fait, si on prend la courbe principale qui doit être, ou la courbe générale, on voit bien que on a une remise à peu près à niveau du transport maritime tel qu'elle existait. D'ailleurs, on voyait en 2010, c'est la crise de 2009 et la reprise de 2010, on voit bien qu'on est retrouvé à un niveau moyen du nombre de services qu'on avait sur les principales routes de la contorisation. Même phénomène sur le désarmement. Alors, il faut lire cette courbe dans l'autre sens, puisque cette fois-ci, c'est le volume de désarmement, et on voit bien, puisque c'est par semaine,
que là, on a le confinement chinois. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? On supprime les services, une petite temps de latence, le confinement américano-européen, et donc on est arrivé à 12%, c'est un pourcentage, 12% de la flotte qui a été immobilisée. Donc les armateurs se sont bien mis en mode de résistance en disant, c'est la crise, on va se... Et puis finalement, ils ont remis en service. Donc on peut dire qu'effectivement, il y a eu une baisse de capacité de transport, mais elle a été restaurée. Les bateaux sont retournés en opération, et on le voit très bien sur ce graphique-là, avec un retour à la normale. Sauf que l'année est extrêmement étrange. Et c'est un peu pour ça que, alors maintenant ça va sur les débats, alors si vous êtes lecteur du Monde ou du Figaro, je les ai eus hier tous les deux au téléphone, donc il y aura sans doute des articles dans les pages Saumon du Figaro, sans doute demain, parce que ce n'est pas aujourd'hui et dans le Monde, mais j'ai donné un peu l'avis là-dessus, et puis je vous renvoie sur le site de l'Isemar, où j'ai publié plusieurs articles du journal de Marine Marchande qui sont en libre service, donc isemar.fr, et j'explique un petit peu les choses. On est dans une année extrêmement étrange, parce qu'on est passé d'un « vous ne pouvez plus aller au magasin » à « vous pouvez aller au magasin », et en plus, vous allez beaucoup au magasin, ce qui n'est pas normal pour une crise. Et en fait, on a une inadéquation qui est arrivée très rapidement entre le transport maritime qui a décidé d'abord de baisser son système et puis de le laisser à un niveau, je veux dire, un niveau de crise, alors que la consommation, elle, est complètement étrange. Ça, c'est les volumes mensuels. Alors, pourquoi c'est étrange? Oui, c'est les volumes mensuels. Regardez, on est en 2019. Alors, on regarde bien, c'est toujours pareil. En gros, dans la première partie de l'année, après Noël, il ne se passe rien. En fait, dans ce moment-là, je prends du côté américain, on est en train de stocker l'ensemble des produits qui sont consommés pendant l'hiver, pendant le printemps. Vous savez, les pneus, les raquettes de tennis, enfin tout ce que consomment les Américains et un peu nous, hein. On a les mêmes phénomènes. Et puis en général, au pire de l'été, là, on est en train d'accumuler les jouets pour Noël, enfin tout ce qu'on consomme à Noël, plutôt, parce qu'il n'y a pas que les jouets. Et puis on baisse, et puis en général, ça fait ça. Donc on a une année qui est en fait un creux d'hiver et une bosse de saison qui est liée au mode de consommation. On a exactement la même chose dans le modèle européen, etc. Alors évidemment, cette année, on a bien un effondrement noté, parce que d'abord les Chinois ne travaillent plus, et puis après, nous, on ne va plus au supermarché. Et puis on se retrouve notamment, alors, du côté européen, on est quand même à moins 7% sur 11 mois, il manque le 12e mois. En fait, et rappelez-vous, la crise économique européenne est plus forte que les États-Unis. Et apparemment, il y a de la déconsommation. Alors qu'aux États-Unis, où la crise est forte, on a un phénomène de surconsommation. Et là, c'est ça qui rend un peu cette année étrange et qui permet à l'expert de parler au journal ou aux journaux ou dans une conférence. C'est de dire, voilà, on a un problème, c'est le mode de consommation de cette année. J'ai acheté entre mon bureau et la maison, j'ai acheté 2 ordinateurs à la maison et j'en ai racheté 2 au bureau. J'ai contribué à ça. Alors, pourquoi? Le télétravail. Le télétravail est un mode de consommation des produits asiatiques. Il y a les produits sanitaires chinois, hein. Il faut bien qu'ils soient transportés, nos millions de masques et tout ce qui va avec. Et puis, notamment du côté américain, on n'est pas parti à Disney, on n'a pas fait de croisière. On n'est peut-être pas allé voir la tente dans l'Alabama. Conclusion, il y a eu des sous. Et apparemment, les Américains, et je vais vous le prouver après, les Américains consomment. Et en fait, si vous voulez, on a un espèce de transfert cette année, alors qu'on est en crise, on a un transfert, mais parce que cette crise est spécifique, on empêche de la consommation sectorielle. Donc elle est transférée vers les biens manufacturés. C'est pour ça que la conteneurisation cette année est très très bizarre, c'est que finalement, on a des reports. Et donc c'est parce que c'est encore une fois une crise sans commune mesure. Alors là, c'est intéressant, c'est la consommation américaine. La National Retail Federation, donc la fédération de la grande distribution américaine, produit des chiffres sur son importation de conteneurs. Les chiffres ont passé leur temps à changer dans l'année. Les projections. Et vous voyez bien, c'est une comparaison 2018-19, vous voyez bien que là, on est bien dans une crise au printemps où les gens ne consomment pas parce qu'ils ne peuvent pas aller au Walmart, mais après, ils se sont déchaînés. C'est-à-dire que les Américains ont surconsommé à la fin de l'année. Alors, vous savez, hein, des fois, quand vous êtes frustré, vous reprenez du chocolat devant la télé. Là, on a l'impression qu'on a repris de la grande distribution à la fin de l'année. Et que Thanksgiving a été un moyen aussi. Alors peut-être parce qu'on a eu peur, parce qu'on a vu... Enfin, vous voyez, tout ce qui est la sociologie. Alors évidemment, ça s'applique plus aux États-Unis qu'à nous, parce que, bon, encore une fois, les phénomènes économiques, le consumérisme européen n'est pas fait de la même manière. Les arbitrages entre les revenus ne sont pas exactement pareils. Mais je crois que si vous allez voir le niveau du livret A, enfin l'épargne des Français doit être... Je me souviens qu'au début de la crise, il était à 35 millions. 35 milliards
d'euros d'épargne des Français. Il faudrait regarder. C'est-à-dire qu'en fait, et vous êtes sans doute comme moi, quand ça va mal, on a plutôt tendance à économiser qu'à aller racheter une télé. Apparemment, les Américains ont choisi d'aller acheter une télé. Moi, j'arrive pas à acheter ma télé depuis un mois. Je ne sais pas s'il faut ou pas dépenser 350 €, mais je suis un Européen. Mon arbitrage est souvent fait comme ça. Est-ce que ça vaut le coup, etc. Les Américains, eux, ont beaucoup compensé dans le... Et d'ailleurs, alors attendez, je vais vous le montrer. Regardez. Consumer spending durable good. Vous voyez, on voit bien cette espèce de crise, il fait cette explosion, littéralement, de la consommation américaine. On le voit très bien, vous voyez, encore une fois, c'est marqué 10 fois, hein, mais on voit bien que le port de Los Angeles est en conteneur plein sur les mois de octobre, septembre, octobre, novembre de chaque année. Donc là, ce qu'on appelle le peak season, on voit bien qu'il est en record. Donc c'est pour ça que l'année est très extraordinaire. Et là, oui, alors j'ai trouvé ça aussi sur... ça vient de l'OMC. Et vous voyez les produits. On est bien sur du textile, du computer, de intégré de circuit et de la fin. Ah, voilà ce qu'on a surconsommé cette année. Des produits pharmaceutiques, du textile, donc je pense pour se faire plaisir, et tout ce qui est autour d'électronique. Et d'un autre côté, l'automobile, travel good et underbag. Hein. Vous avez bien compris qu'on achète un peu moins de valises que d'habitude. On achète un peu moins de clothing, mais plus de textile, à voir pourquoi. Vous voyez. On voit bien comment, alors c'est à l'échelle du monde, mais on voit bien ce que, en fait, entre le sanitaire, les dépenses de maison et puis l'électronique du télétravail, on voit bien ce qui est apporté. Alors évidemment, c'est pour le printemps, c'est pas pour toute l'année, mais c'est pas inintéressant. Alors, conclusion de ce phénomène-là, et je vous renvoie à ce qu'on lit sur la presse et les revenus indécents que se font les armateurs. C'est relativement simple. Pourquoi les armateurs se font un revenu indécent ? C'est parce que on a un phénomène qui... J'ai déjà expliqué 2 fois hier aux journalistes, donc je vais y arriver une 3e fois. En fait, cette année est assez bizarre. Les armateurs ont décidé de résister en baissant leur niveau de service. Et en même temps, ils ont décidé de ne pas baisser les prix. C'est-à-dire que normalement, en période de crise, la logique, c'est offre-demande. La demande baisse ses prix. Les armateurs ont fait de la discipline collective. Un des journalistes m'a dit hier, c'est quoi la discipline collective ? J'ai dit, c'est un mot pudique que j'ai inventé pour dire que les prix sont ce qu'ils sont. En fait, la discipline collective, c'est que chacun a décidé que cette fois-ci, il ne perdrait pas d'argent. Ils l'ont déjà fait. En 2016, ils se sont fait une énorme guerre commerciale que personne n'a vue et ils ont perdu beaucoup d'argent et certains armements sont morts, ce qui a intéressé évidemment les plus gros. Mais ils ont décidé de ne pas perdre d'argent. Et d'un autre côté, alors vous avez des armateurs qui organisent un service relativement bas, qui bénéficient d'un pétrole pas cher et qui décident de ne pas brader les prix. Et de l'autre côté, vous avez des chargeurs qui, eux, n'ont aucune visibilité. C'est-à-dire que M. Nike, M. Ikea ou M. Danone, un peu moins ou M. Panasonic, il ne sait pas comment il va vendre dans l'année. Puisqu'au départ, il a le confinement européen, puis après, il y a le retour. Mais comment va être l'été ? Est-ce qu'on va avoir du chômage de masse ? Et comment vont consommer ? Même à l'automne, on voit qu'on reprend. Alors en septembre, on reprend, mais on parle de reconfinement. Donc en fait, les chargeurs, eux, sont dans ce que j'ai appelé le court-termisme, dans un phénomène de court-termisme. Et donc ce phénomène de court-termisme, il est contradictoire. Alors le phénomène de court-termisme, quand vous êtes dans le court-termisme, c'est que vous êtes quasiment condamné à un marché, ce qu'on appelle du marché spot, un marché de l'offre à demande extrêmement resserré dans le temps. Quand vous êtes... c'est souvent, en économie, c'est toujours pareil. Si vous avez le temps, vous négociez, puis vous avez une visibilité. Mais comme personne n'a de la visibilité, personne ne s'engage. Donc tout le monde va plutôt sur un marché spot. Or, le marché spot, il a fait ce qui était prévisible, c'est-à-dire que le marché spot, il était extrêmement dégradé, il était un petit peu dégradé, et là, pour vous dire, à ces tarifs-là, c'est à peine rentable de transporter un conteneur, donc du côté de $600 pendant la crise. Et puis, fur et à mesure des demandes, et de plus en plus de demandes et des impératifs, les tarifs ont explosé. En fait, tout le monde regarde des tarifs spot, mais les tarifs spot, ils sont bien donnés par la nécessité qu'ont des chargeurs d'avoir les choses. En gros, tout le monde a voulu avoir des choses pour Thanksgiving en disant il faut les avoir tout de suite et il faut en payer le prix. Donc c'est ça, en fait, le phénomène de l'économie du conteneur. C'est pour ça qu'elle vit une année assez bizarre. Vous voyez, une offre qui s'est d'abord contractée puis qui reste relativement tenue, et puis une demande qui est à la fois comme ça, du point de vue du timing, mais en plus qui a des bulles qui montent très très haut. Donc forcément, les armateurs se gagnent beaucoup d'argent au marché spot. Alors, un marché spot n'est pas un marché
conventionnel. C'est le marché spot, c'est celui qui fait le prix du poisson au marché. Si votre dos de cabillaud il est à 18 euros, vous en prenez. S'il est à 29, qu'est-ce que vous faites? Vous en prenez pas. C'est un marché spot. Mais si votre belle-mère elle vient, il va bien falloir faire la cuisine et puis on prendra à 29 parce qu'on peut pas faire autrement. C'est ça un marché spot. Donc ça va comme ça. Mais si vous êtes prévoyant et vous avez oublié du poisson, vous allez chez Picard, il sera tout le temps même, il est surgelé, il a son défaut, il sera toujours à 16 euros le kilo et vous en aurez tout le temps. Mais bon, est-ce que vous sortirez un poisson Picard ou pas? Ce que je relativise là-dedans, c'est pour vous dire, un marché spot, c'est fait pour le court-termisme et l'événementiel. Un marché structurel, il n'est pas fait pour ça. Or, cette année, on est en train de faire basculer la conteneurisation dans un marché spot. Alors, il y a un autre indicateur qui s'appelle China Container Index, qui est sur le marché à terme, qui lui est en train un petit peu d'être réévalué. Et je pense que c'est un des buts des armateurs aussi de réévaluer les contrats. En gros, les chargeurs ont beaucoup profité de la guerre commerciale. Je ne sais pas si on la voit, la guerre commerciale. On la voit sur un des graphiques. On la voit ici. Il y avait une guerre commerciale, je crois l'avoir vue. On peut voilà la financière. Voilà là du côté des années 2015-2016. Là, il y a eu une guerre commerciale par ici qui a tiré vraiment les prix vers le bas. Or, personne ne s'est plaint à l'époque que les tarifs maritimes étaient très bas, alors que tous les indicateurs économiques étaient bons. Je dis souvent, je l'ai écrit plus ou moins, c'est lisible facilement, les tarifs maritimes ne sont pas conditionnés par l'offre et la demande, ils sont conditionnés par le niveau de rivalité qu'ont les armements entre eux. C'est-à-dire quand les armements ont décidé de faire une guerre commerciale, les prix s'effondrent. Et quand ils ont décidé qu'il n'y avait pas de guerre commerciale, les prix sont plus justes. Et les chargeurs, ce qui est le problème de cette année, c'est que les chargeurs voient des services qui sont dégradés, on leur a refusé des départs, ils ont vu les prix augmenter. On a peut-être entendu parler des conteneurs vides. Parce qu'évidemment, quand vous réduisez la toile mondiale de 20%, votre capacité à ramener des conteneurs vides au bon endroit se réduit de 20%. Donc ça a été un vrai chaos du point de vue des conteneurs. Donc les chargeurs vous parlent des conteneurs qui ne sont pas là, des tarifs en hausse et des services dégradés. Donc il y a beaucoup de tensions. C'est pour ça aussi qu'ils vont se plaindre à Pékin. Donc si vous lisez la presse maritime, vous verrez que Pékin a été un petit peu... commence à se poser des questions. Curieusement, l'Europe, beaucoup moins. Mais à la rigueur, les Européens, les armateurs européens gagnant de l'argent, est-ce que c'est si gênant que ça? Moi, je fais toujours cette formule-là. Moi, je préfère sauver CMA-CGM par les conteneurs chinois que par mes impôts. J'ai pas envie que le FSI est déjà à 6%. J'ai pas envie de faire monter le FSI à 20% dans CMA-CGM. C'est pas notre devoir. C'est pas notre intérêt à nous, citoyens français, d'être copropriétaires de CMA-CGM. Donc finalement, je préfère qu'on paye tous collectivement par les produits chinois la santé de CMA-CGM que le payer par le FSI. Donc voilà, c'est ce qui rend un peu cette année extrêmement bizarre. Alors vous voyez sur l'activité, évidemment, alors, on va la laisser ce qu'elle est. Voilà, -3, c'est l'activité portuaire. Alors dedans, il y a les pleins, les vides, les transbordements. On est alors les États-Unis -5 d'après un tableau, ce que j'ai du mal un peu à comprendre par rapport à d'autres choses. Bon, en tout cas, sur l'Europe, on serait à -3, -3,4, ce qui amène finalement à une idée relative du recul. Alors c'est bien parce qu'ils en ont tous fait des trucs. Alors à droite, Anvers, en bas, à Europa et en haut, à Marseille. Les bilans portuaires, c'est toujours pareil. On a à peu près sur le pétrole, on va prendre ce qu'il y a sur le pétrole. Alors le problème du Havre, c'est qu'ils ont eu la raffinerie qui était en arrêt technique en plus. Donc on a vous voyez là, c'est -21 sur les vracs liquides. On est sur ils sont où du côté des -4 à Anvers. Et à Marseille, sur les vracs liquides, on est à -11. Donc en France, on est à peu près, on voyait les retours des vracs liquides. Sur les conteneurs, ils sont où les conteneurs? -10% sur les conteneurs, et c'est un peu moins sur les conteneurs d'Interland à Marseille, enfin c'est à -10%. Au Havre, sur les conteneurs d'Interland, on est à -14. Je crois qu'on est à -9 aussi. Là où Anvers fait quand même +2, je crois. Je ne sais pas comment Anvers arrive encore à avoir des chiffres... sont les conteneurs, ils doivent être par là, c'est ça. Au 0%. Le problème des autorités portuaires, c'est le nombre de navires, l'absence des paquebots, qui fait un peu de mal. Et derrière, c'est pour ça que Marseille est assez honnête. Marseille dit, voilà, je perds 14% du chiffre d'affaires cette année. Ça s'est amélioré dans la partie de l'année. Donc, vous voyez un bilan portuaire
qui est relativement, mais qui correspond à ce que je dis depuis le début, hein, un peu moins de conteneurs, beaucoup moins d'énergie, les vracs secs qui sont affectés, et puis malheur au port de croisière, parce que là, les revenus sont beaucoup liés à ça. Le ferry, on l'a vu, les interdictions de voyager. Donc un bilan portuaire plutôt évidemment négatif dans tout ce qu'on a dit depuis le début. Ça, comme je l'ai mis pour Nantes pour vendredi, je vous le remets. Vous voyez, les conteneurs, on est à peu près dans ces échelles-là. Alors évidemment, chaque port ayant son explication à elle. Et puis en fait, juste une chose, parce que je me suis amusé à le faire, il ne faut pas oublier, c'est que 2019 était en grève dans les ports français. Donc ce qui fait qu'en plus, en fait, il faut regarder 2018. Et si vous regardez 2018, ben voilà, on a moins 15. Là, les chiffres sont 2018-2020 pour avoir une échelle d'année pleine et d'une année de crise. Vous savez qu'on a eu un peu de grève aussi au début de l'année 2020. Les ports français étaient un peu en grève au mois de janvier l'an dernier. Donc, vous voyez, ça nous fait moins 14 pour Nantes-Saint-Nazaire, moins 15 pour Marseille. Le Havre boit un peu plus la tasse, mais le pétrole plus les conteneurs en transbordement, etc. Et Dunkerque, moins 13. Et pour finir, je suis dans les temps, parce que je parle beaucoup, c'est bon. Pour finir, on est dans une année... alors, qu'est-ce que sera 2020 ? Vous savez que ça s'appelle avant, on disait une reprise en V. On appelle ça la reprise en K. La reprise en K, c'est qu'il y a une partie des secteurs qui retrouvent du dynamisme, et puis il y a une autre partie qui évidemment baisse. Donc évidemment, vous l'avez compris, les technologies, le détail, tout ce qui est autour de l'électronique et des services. Hein. En gros, vous allez manger, vous allez racheter une télé, vous regardez Netflix, donc forcément. Et puis en bas, comme vous ne voyagez pas, vous n'allez pas au loisir, vous ne prenez pas d'hôtel, et puis vous n'allez plus au restaurant, forcément. Bon, après, on pourrait le redétailler par beaucoup de filières, hein, mais en gros, vous voyez cette reprise, ce qu'on appelle la reprise en K, qui amènerait une partie de l'économie à reprendre du niveau, et puis une autre à rester très très bas. Et puis voilà, pour le commerce mondial, si on devait prendre sur le commerce maritime, je renvoie à ce que la projection du mois d'octobre de l'OMC, qui nous propose 3 modèles. Voilà, en gros, une reprise modérée, une reprise forte, une reprise très forte. Sauf que je ne suis pas sûr qu'aucun de ces modèles correspond, puisqu'elle part du principe que 2021 effaçait 2020, comme 2010 avait effacé 2009. Or, je ne suis pas sûr que le premier trimestre de 2021 ne ressemble pas comme une goutte d'eau à 2020. Finalement, c'est la conclusion, il ne faudra pas que j'oublie, c'est la conclusion, c'est qu'on est dans une crise liée à une crise sanitaire et non pas dans une crise économique sur l'appurement d'une bulle telle qu'on l'a connue notamment en 2008-9 ou 11-12-13, par exemple pour la crise européenne. Donc c'est pour ça qu'elle est extrêmement bizarre. Elle n'a pas ces caractéristiques. Elle a et elle va rester. Alors, pour rester positif du point de vue transport maritime, comme de toute façon 100% de notre vie dépend du transport maritime, et que finalement, ni le voyage, ni les loisirs, ni la restauration dépend finalement du transport maritime, tout le reste de notre vie est plus dépendant du transport maritime. Finalement, la partie encore vivante de notre vie, elle dépend du transport maritime. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément inquiet sur l'année 2021. Il ne faut pas forcément être inquiet si on parle des industries maritimes. Maintenant, je viens de Saint-Nazaire pour finir, on sait que notre carnet de commandes est bien, mais bon, la croisière a des difficultés. Les armements ferry, Brittany Ferries et Corsica et la Méridionale, qui sont par exemple une grande partie de nos emplois marins, peut être en difficulté, nonobstant aussi le problème du Brexit. On a le CMA-CGM tient la route. Voilà, on est quand même, on peut avoir des inquiétudes. Donc, pour conclure, 2021 peut avoir, du point de vue maritime, restera finalement une année qui n'est pas totalement catastrophique, mais il faut encore avoir les reins solides pour passer le cap. Et puis, bon, la sortie de crise, on la connaît bien, hein, c'est pas avoir un variant catalan ou mongol qui nous fait encore plus et une vaccination progressive qui permet d'éloigner au moins la réduction de la vie économique et sociale, permettant un retour à la normale que maintenant on peut espérer sur la deuxième partie de 21 et 22. Voilà ce que je voulais vous dire en, je crois, 1 heure. Voilà, merci de votre attention.
Merci, cher Monsieur Tourret, de cette présentation très complète qui recadre les choses sur le plan économique. C'est très détaillé, c'est très précis, et ça nous permet sans doute de nous faire une meilleure idée de la situation. Comme à l'habitude, je vais proposer à nos confrères de poser des questions, si certains le souhaitent. Oui, Édouard. Oui, la crise de 2008 avait provoqué une restructuration du secteur, en particulier dans le secteur du conteneur, ce qui s'explique assez bien, puisque finalement toute crise suscite des difficultés de prix, des difficultés d'offres, etc. Est-ce que tu penses que cette crise-là, qui est à peu près à la même durée que celle de la crise de 2008, même si les facteurs, comme tu l'as indiqué, sont très différents, est-ce que tu penses que cette crise-là va soit accroître la restructuration en cours, qui n'est peut-être pas achevée dans le secteur conteneur, par exemple, ou bien susciter des phénomènes de restructuration dans d'autres secteurs? J'aurais tendance à dire que la particularité, c'est que... Répétez la question. On pourrait résumer la question. Je vais la résumer. Est-ce que, en fait, la crise de 2008... Vous m'entendez bien avec le micro? Oui, le micro, là. En fait, la crise de 2008 avait provoqué pas mal de consolidation, notamment la mission des crises étant d'apurer les systèmes, comme on dit souvent, faut que les gazelles mortes, les gazelles malades dans la prairie disparaissent, puisque c'est le but des crises. Et là, en fait, bon, encore une fois, en bon darwiniste économique, et le transport maritime s'applique vraiment bien au darwinisme économique, puisqu'en principe, le rapport d'offre et de demande et de marché libre est beaucoup mieux déterminé dans d'autres secteurs. La particularité de cette crise-là, c'est qu'on l'a déjà attaquée avec beaucoup de consolidation. C'est pour ça que sa capacité de résistance est plus forte. C'est-à-dire qu'on a beaucoup sabré dans la concurrence ces dernières années, et donc finalement, ceux qui attaquent la crise sont beaucoup plus solides. Par exemple, le monde du roulier aujourd'hui, c'est DFDS, le danois, c'est Grimaldi, l'italien. Même notre Britannique Ferries à nous, comme elle a plus la concurrence de P&O depuis 15 ans, sur le transmanche, elle est assez solide. Donc, sur la contorisation, ils étaient 15, ils sont passés à 9. 8 si on enlève l'un d'entre eux qui appartient à un autre. Sur le pétrole, évidemment, c'est beaucoup plus atomisé. Mais en tout cas, sur la ligne régulière, même sur le paquebot, on voit bien, aujourd'hui, on a les 3 grandes compagnies. Donc, peut-être que la capacité d'encore apurer le système, il faudrait que ça dure longtemps. Donc, effectivement, on a encore des choses. Le problème, c'est, encore une fois, est-ce que... par exemple, je cite personne en particulier, mais bon, la Méridionale, par exemple, qui est une petite compagnie, peut-elle survivre à une crise trop longue? Est-ce que Armas, qui est un armement espagnol dans le roulier encore, il marche pas. Micro. Vous m'entendez? Il faut que je sois rouge. Ah oui, maintenant vous m'entendez mieux. En fait, donc je disais, une compagnie comme Armas qui a racheté une autre compagnie a peut-être pas les reins solides pour cette crise-là. On a vu que Peel, par exemple, qui doit être le 10e, ou Zim, là, qui vient de rater apparemment son introduction en bourse parce que tout le monde se méfie encore. Donc il y a encore de la marge à gagner, sans doute. Maintenant, encore une fois, c'est le rôle des crises d'apurer les systèmes, mais le problème, c'est qu'après, on se retrouve avec des fameuses... J'utilise jamais le mot oligopole, j'aime pas trop. On se retrouve forcément avec des phénomènes de consolidation qui seront plus importants. Comment va sortir le transport aérien de cette crise-là? Ça serait beaucoup plus intéressant de savoir, parce que derrière, c'est pas le prix de vos produits chinois, hein, c'est le prix de vos futurs billets pour partir en vacances. Or, voilà. Donc, pour répondre... Si la crise actuelle, il n'y aura pas trop de phénomènes. Si elle prend une deuxième année, peut-être qu'on va se retrouver avec de la fragilisation. Au début de la crise, on discutait de l'avenir de CMA-CGM. Je rappelle que si on avait cette discussion il y a un an, on pouvait se demander si CMA-CGM, 4e opérateur mondial, avec son niveau d'endettement, ses positions ne pouvaient pas être menacées. Et puis à la fin de l'année, on se retrouve avec un armement en pleine forme, qui a réussi bien passer, qui est sans doute en train de réussir son intégration logistique avec CEVA, etc. etc. Donc, encore une fois, le crise maritime est peut-être assez modéré, entre guillemets, pour que tout se passe bien, même s'il va falloir un petit peu resserrer quelques boulons. Oui. Du prix des constructions neuves, c'est traduit comment? Alors, c'est toujours le problème de cette construction neuve qui, les crises amènent forcément à une dégradation du prix des navires. Et ça peut être un élément, c'est-à-dire là, il y a une vraie crise, c'est-à-dire que
c'est vrai qu'il ne faut pas le nier, c'est que la baisse d'activité crée naturellement une baisse de commande. Baisse de commande qui amène les chantiers des fois à baisser les prix. Mais comme on baisse les prix, on peut avoir des retours de commande. C'est un des problèmes de la construction navale, c'est que finalement, des fois, les opportunités, et on a plus des fois tendance à commander dans des fins de crise parce qu'on se retrouve avec... alors évidemment, il faut qu'elles se consolident. Vous savez que les Coréens doivent au moins en faire supprimer un, en fusionner, les Chinois, etc. Pour l'instant, on l'a vu... alors, paradoxe, c'est que les pétroliers avaient repris des commandes au début de l'année, puis ça a baissé. Et je crois que sur les porte-conteneurs, on est sur une bonne année. Parce qu'en fait, quand ils ont du cash, ils en reprofitent pour commander. Donc l'année va être un petit peu dégradée, mais pas forcément dans tous les secteurs. Bon, de toute façon, on est entre la surcapacité maritime et la surcapacité navale, il faut bien supprimer les choses. Donc, mais parlons de la construction navale paquebot, je ne le souhaite pas, mais on n'est pas dans la surcapacité, mais de toute façon, on est toujours à la limite du point de vue des marchés. Donc ça sera forcément une année difficile. Mais, petite parenthèse, la construction navale a un gros défaut aujourd'hui, c'est que les armateurs commandent selon l'ambiance économique. C'est-à-dire quand ils n'ont pas de sous et qu'ils ne gagnent rien une année, ils ne commandent pas. Et puis si l'année prochaine, on en a... Donc on n'est plus dans des... Je suis géographe, je ne suis pas économiste. Je n'aime pas beaucoup l'économie cyclique et je pense qu'elle a disparu. Je pense qu'au contraire, c'est notre problème, c'est que notre monde économique est devenu erratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une année qui se ressemble et du coup, les stratégies des armateurs, des chargeurs et tout ça passent leur temps à changer. Et avant, il y avait une espèce d'équation entre le prix du pétrole, les nouveaux de PIB, les parités d'euros et un certain nombre de choses qui font que chaque année avait une formule particulière. C'est-à-dire que les équilibres entre les blocs économiques qui faisaient... En fait, c'est l'année particulière, par exemple, de phénomènes économiques, amener une année particulière du point de vue des échanges, amenant une année particulière du point de vue de l'économie maritime, amenant une année particulière du point de vue de la construction navale. C'est pour ça que 2017, nous les experts, en plus on est là-dessus, 2017 ne ressemblait pas du tout à 2018, à 2019, à 2020. Et 2020 ne devait pas ressembler à 2019. Sauf que 2020 ressemble à rien du tout, et 2021. Donc il n'est pas dit qu'on n'ait pas du tout de commande cette année, et qu'on le retrouve l'année prochaine. En plus, vous savez que la question environnementale sur les navires, la question des gabarits, fait qu'il y a un phénomène de modernisation, et puis donc... Du point de vue naval, c'est forcément négatif. Ça va dépendre en fait de la tête un peu de 2021. J'ai deux questions qui me viennent de ceux qui participent à la conférence par visio. La première, vous y avez d'ailleurs partiellement répondu, c'est quelle est l'incidence de la crise sur la flotte française et en particulier sur la flotte de croisière? Quelle est l'incidence possible? Et puis la deuxième question qui n'est pas complètement dans le sujet, mais puisque vous êtes un expert du maritime, c'est quelle appréciation portez-vous sur les décisions du CIMer? Alors, je vais vous avouer quelque chose, je ne l'ai pas lu. Et je ne l'ai pas lu pourquoi? Parce que je travaille sur des contrats et je me garde le CIMer quand on va me poser une question plus tard. Donc je ne sais pas. J'ai cru comprendre que les armateurs n'étaient pas très contents du domaine. Et alors d'habitude, je m'en prends beaucoup à une politique d'État portuaire qui est un peu qui a du mal à savoir. Donc je vais plutôt répondre différemment. On a un vrai problème sur notre politique portuaire, mais vous savez ce que j'ai dit sur le verre à moitié plein, à moitié rempli. Il est évident qu'on demande beaucoup de choses à nos ports. On leur demande de retrouver de la compétitivité du marché, etc. Je vais répondre. L'un des moyens, évidemment, c'est de retrouver la confiance des armateurs. Je laisse la question sociale un petit peu sur le côté, mais elle va dedans. Il faut trouver la confiance des chargeurs en termes de logistique, donc nos fameux entrepôts portuaires. Et je ne sais pas si dans le CIMer... Si je refaisais un CIMer que je n'ai pas lu, je dirais qu'il faut accentuer la question ferroviaire et la question logistique. La question logistique, c'est la mise à disposition de nos surfaces et la volonté d'investir dans les espaces portuaires ou périportuaires. Et là, il y a une vraie question sociale derrière. Je renvoie sur la loi Boni qui est souvent évoquée dans les ports. La question ferroviaire, c'est une question de volonté. Pouvons-nous faire plus? Encore une fois, on peut très bien faire plus, mais voulez-vous payer pour des axes ferroviaires fret? Je vous renvoie vers le rapport Duron. Allez voir ce que le rapport Duron, il y a 3 ans, avait fait des questions intermodales. Et puis, il y a une vraie question que je me pose, c'est peut-on faire mieux à partir du moment où
les échanges en France sont pilotés en partie par la grande distribution, dont le low cost maritime et la ligne de conduite, et l'autre partie est menée par des grandes firmes d'importation en Europe qui, de toute façon, ne passent pas par chez nous. Ça va être mon prochain sujet de réflexion quand je fais des bribes pour le journal de la marine marchande, des petits articles. C'est que je me pose une vraie question, c'est où sont nos conteneurs? Je sais combien il en manque. Et je répondrai à la première question, mais je ne sais plus. Il y a 3,5 millions, je vais vous expliquer, puisque vous êtes plusieurs devant et derrière l'écran. Et c'est marqué dans le journal de la marine marchande, tous les articles que j'écris sont disponibles sur le site isemar.fr. Il y a 3,7 millions de conteneurs en France. Nous sommes 66 millions. Il y a 4 millions de conteneurs en Italie, ils sont 58 ou 60. Donc déjà, mécaniquement, quand on prend la population et le volume de conteneurs, il en manque. Il en manque. Et il en manque notamment à l'import. C'est-à-dire que les Italiens font comme nous, exportent 1,6 million de conteneurs, parce que les produits italiens, mais en importent beaucoup plus que nous par leur port. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il nous manque au moins 500 000 conteneurs en termes de population, et notamment à l'import. Or, les conteneurs à l'import, ils sont faciles à rencontrer. Encore une fois, quand vous êtes en province, c'est encore plus facile. Vous prenez votre voiture, ils sont chez Leroy Merlin, ils sont chez Decathlon, ils sont chez la Galerie Farfouille, ils sont chez votre Super U, etc. Ils ne sont pas loin, les produits. Et ils sont chez But, etc. Enfin, en ce moment, ils sont tous là, les produits chinois. Et c'est pour ça que je me pose la question derrière le CIMER, si à un moment on se pose des vraies questions et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train, comme Don Quichotte, devant les moulins? C'est-à-dire que le vrai problème, il peut être social, il peut être dans la confiance des armateurs, il peut être dans la logistique, il peut être dans le ferroviaire, mais est-ce qu'il n'est pas structurellement de comment est fait le commerce extérieur français des biens manufacturés? Or, il est piloté par qui? Il est piloté par la grande distribution et il est piloté par les grandes marques internationales. Ça veut dire que M. Leclerc, M. Auchan ou M. Carrefour, il importe des produits chinois. Qu'apparemment, il passerait peut-être plus par Anvers que par Le Havre. Et d'un autre côté, M. Nike ou M. Panasonic, il a sa centrale de distribution qui est en Belgique, aux Pays-Bas. Donc c'est pour ça que derrière, c'est un peu le thème que je veux travailler derrière. C'est est-ce que finalement, on n'a pas un problème technique? C'est qu'aujourd'hui, on a des grands distributeurs qui font le choix du low-cost maritime, et c'est connu. Et d'un autre côté, on a la grande distribution des industriels européens qui ne passent pas par chez nous parce que l'Europe a un point d'entrée, c'est les Benelux par rapport au marché mondial. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais d'un côté, j'invite aussi derrière sur la performance portuaire. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas, et je vais être positif, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas la zone logistique de Fos qui va encore s'agrandir. Et vous trouvez qui? Vous trouvez Mattel, par exemple, ou l'importateur de Leroy Merlin. À Feuillane, qui est juste à côté, il y a Ikea. Si aujourd'hui Dunkerque, si vous avez remarqué, il y a des pourcentages, c'est parce que bien le groupe Mullier, c'est-à-dire Auchan et tout ça, fait confiance au port. Donc il faut, si on veut retrouver des conteneurs, finalement, c'est pas le port. Encore une fois, je suis pas. Encore une fois, je suis géographe et je m'intéresse plutôt à cette question-là. C'est pas le fait d'avoir les plus beaux ports du monde qui fera. C'est pas le fait d'avoir les plus belles réformes portuaires qui feront. Quelque part, c'est la volonté des chargeurs et les solutions qui vont avec. Alors, je complexifie un peu, mais pour répondre à cette question portuaire. Et je ne sais pas si le CIMER... voilà, il faut que les ports facilitent l'investissement en logistique, parce qu'on fixe les marchandises comme à Fos ou à Dunkerque. Il faut qu'on ait des solutions intermodales adaptées avec des trains, du fluvial, comme on le fait au Havre ou à Marseille. Il faut aussi qu'on ait la confiance des armateurs, des chargeurs. Quand vous apprenez que le groupe Super U, dont la plateforme logistique est à Nantes, à l'est de Nantes, et que tous les conteneurs passent par Le Havre au mieux ou par Anvers, alors qu'ils ont un port de commerce qui est à 50 km, qu'ils connaissent très bien parce qu'ils envoient leurs brioches pour les Antilles là-bas. Donc vous avez un groupe comme Super U qui envoie ses brioches et sa danette par le port de Nantes pour les Antilles ou la Guyane, et d'un autre côté, qui reçoit toutes ces cochonneries chinoises par Anvers et Le Havre, etc. Et derrière, c'est un sujet qui n'est pas assez discuté. Alors j'espère que finalement, encore une fois, je ne lis pas tout, mais mon travail est un peu compliqué. Je fais aussi des études, pas que... si vous vous souvenez, c'est aussi l'engagement qu'on a lu en juin, je crois. Il y a eu un engagement des logisticiens. S'il y avait quelque chose à faire sur un livre blanc, c'est justement poser les questions aujourd'hui de la logistique telle qu'elle est faite. Il y a eu un engagement, je crois, sur les ports et plein de signataires, là, justement, pour faire mieux passer. Mais quelque part, c'est ça aussi qui fait les choses. Puis comme j'aime bien tordre les sujets jusqu'au bout pour bien les mettre à terre,
Si dans ce pays-là, on n'avait pas laissé la logistique s'implanter d'une manière complètement anarchique sur le pays, c'est-à-dire le plus proche des autoroutes et dans les mètres carrés les moins chers, c'est-à-dire dans l'est des plaines des grandes villes, on aurait des solutions logistiques un peu meilleures. Quand vous allez en Italie, en Allemagne ou en Espagne, vous avez des polygones industriels qui sont proches des sites intermodaux. C'est comme ça qu'on l'a construit. Les fameuses plateformes italiennes, ils sont évidemment, c'est dans la densité industrielle italienne qui n'est pas la même. Allez voir, aujourd'hui, les grandes entreprises de logistique, elles sont en Seine-et-Marne, comme elles sont à l'est de Lyon. Quand vous êtes en Seine-et-Marne, Anvers est à 4 heures de route, entre guillemets, hein, comme Le Havre. Donc vous voyez, j'appelle derrière cette espèce de au lieu de flageller les ports, flagellons l'ensemble du système. Et le système aujourd'hui, il est plutôt mal foutu. D'où la question, après nos impôts, non, je ne veux pas qu'on dépense... Oui, c'est l'amélioration de l'axe ferroviaire entre Le Havre et Paris, c'est bien, mais on ne créera pas forcément un grand service. Donc vous voyez, c'est ça que derrière le CIMER, il faudrait que des politiques d'État qui sont là pour faire des politiques publiques, de les cibler en ciblant les problèmes au bon endroit et pas forcément tomber dans des processus trop déclaratifs, etc. Encore une fois, moi, comme expert, je suis là pour souligner tous les problèmes. Hein. La volonté, bon, demain, voilà, est-ce que c'est normal que nos camions en France fassent plus de 500 km de camions, enfin, c'est pas normal, de conteneurs fassent plus de 500 km. Même en Californie, vous ne rencontrez pas de conteneurs sur les autoroutes. Il y a que les conteneurs ils prennent le train ou ils dépassent pas le port. Il n'y a qu'en France qu'on trouve des conteneurs sur... Vous voyez, c'est ça qu'il faut... Et la première question, j'ai oublié dans mon... C'est l'impact de la crise sur la flotte, en particulier sur la flotte de croisière. Sur la croisière, c'est un petit peu difficile. Alors, encore une fois, comme je suis analyste, on peut discuter. Là, c'est vrai qu'il y a une vraie inquiétude si la crise continue sur le maintien des carnets de commandes. Et venant de Saint-Nazaire, effectivement, on peut avoir une inquiétude. Maintenant, pour rester positif, la croisière correspond quand même, c'est 32 millions de passagers, il y a une bonne réserve de passagers en Extrême-Orient. Elle correspond à deux modes de vie que vous allez vite comprendre, et qui correspond à ce que sont les Américains et les Européens. C'est-à-dire que les Européens ont quand même besoin d'aller à Naples et à Barcelone en bateau, parce que les Européens, ou d'aller dans les fjords de Norvège, parce que les Européens qui font du tourisme culturel et historique et patrimonial ont besoin de bouger, etc. Donc il n'y a pas de raison que ça ne modifie pas. Par contre, la taille des navires peut poser question, un débat sur Venise, Barcelone. Et puis les Américains, ils ont besoin de fêter leur noce d'argent, d'amener toute leur famille en croisière. Ils ont besoin de leur 4e mariage. Ils ont besoin d'aller voir le soleil en Floride. Ils ont besoin de... C'est pour ça qu'on part du principe, pour rester positif, que le tourisme de déplacement européen et le loisir familial, entertainment et tout ça américain permet de... C'est des nichettes dans l'économie du tourisme. Et par contre, ce n'est pas des nichettes pour l'économie portuaire. C'est pour ça qu'on reste positif. Maintenant, il se peut que le carnet de commandes soit un petit peu étalé et que des navires qui étaient prévus du côté de 2024 ou 2025 sont un peu moins... Voilà. On va un peu étaler la confiture navale, mais pour l'instant, on reste positif. Bon, pour être honnête, hein, les Italiens, les Grecs ou par exemple les Canaries ont autorisé, parce qu'on n'est pas fou. L'économie portuaire, l'économie touristique de ces pays-là a besoin de la croisière. Donc l'Italie rouvre à nouveau. Elle la ferme un petit peu, vous voyez. Et apparemment, il y a des gens qui sont d'accord, qui veulent voyager. Par contre, les Américains ont très très peur de la pandémie. Donc les Américains ont totalement arrêté, parce que tous les passagers américains, mais on n'est pas la même chose. On est dans les Américains qui pensent à leur santé publique par rapport au départ de Miami, là où les Européens disent finalement, dans ce qu'on est aujourd'hui, que les bateaux soient là ou pas. Enfin, c'est comme les campings rouvriront, etc. Donc on peut être, pour répondre, on est à court terme inquiet, mais on doit rester positif parce que ça correspond à des choses qui sont vivables. Mais le problème, c'est qu'on risque aux États-Unis, pour finir, on est plus inquiet de l'effet d'un bateau pandémique que d'un casino pandémique. Alors, je ne sais pas où sont les casinos de Las Vegas, mais parce que le bateau a ce côté un peu bateau pris. Enfin, vous savez, en plus, le Princess of the Sea, là, je ne sais pas, du début de l'année, là, à Osaka, avait donné... Voilà, on a plus peur du paquebot de la mort que... Voilà. Donc, c'est pour ça que les Américains sont très, très froids. Et les compagnies maritimes repoussent de mois en mois leur reprise en se disant surtout pas se retrouver dans cette situation-là. Bon, ils crament à eux trois les premiers $1 milliard par mois. C'est-à-dire qu'on va être une industrie qui va avoir cramé 15 milliards de dollars sans aucune recette, si on prend sur 1 an et demi. Mais ils n'arrêtent pas de dire aux actionnaires que les réservations sont bonnes sur 2022 et 2023. Donc, voilà.
Merci pour ces réponses. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vais vous donner le résultat quand même. Oui. Vous avez 173 followers, ce qui fait 3 de mieux que la semaine dernière. Ça ne m'étonne pas. Je vous félicite. Je vous félicite. Alors, il me reste, cher Paul Touret, à vous remettre la coupelle de l'Académie, mais je vais faire une entorse au protocole. J'ai à ma gauche la secrétaire perpétuelle adjointe, Madame Richard, conservatrice générale des bibliothèques, chartiste. Et elle est là parce que notre secrétaire perpétuel est atteint du Covid. Donc nous lui assurons notre amitié. Et donc elle va jouer le rôle de l'abeille tueuse. Hein, si ce n'est qu'elle n'a pas tué le bourdon est toujours en vie. Et elle va vous remettre cette jolie coupelle. Ma chère Hélène. Je réagis. Merci. C'est au nom de l'Académie. Merci bien. Merci bien. C'est un plaisir et puis ça va rejoindre ma salle des trophées. Et voilà. pour tout vous dire, à mon bureau, il y a le prix, puisque j'ai moi qui l'ai gardé. J'ai le prix Claude Boquin et j'ai un autre diplôme de mérite maritime, donc je suis très heureux d'avoir participé encore à cette réunion, content d'avoir pu aussi parler à un public beaucoup plus large. Et je vous remercie pour votre invitation et toujours à votre disposition quand ça ira mieux à la fin de l'année. Merci bien. Merci à vous.